je dirais, le fil rouge de mon activité professionnelle, c'est essayer d'avoir un impact sur l'homme, sur son environnement. Les choses sont en train de pas mal bouger. Il y a une norme européenne qui s'appelle la CSRD qui oblige les entreprises de plus de 500 salariés et de plus de 40 millions de chiffre d'affaires, donc plutôt des grosses entreprises aujourd'hui, à publier leur rapport extra-financier. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, l'économie circulaire, c'est aussi anticiper nos vulnérabilités par rapport à des pénuries, des problématiques de ressources. C'est aussi, et c'est en ça que les choses bougent aussi, c'est se poser des questions sur son modèle économique, son modèle d'affaires, donc créer des choses plus vertueuses. La BHZ League est la chaîne costarmoricaine dédiée aux coworkers résidents, ponctuels et réguliers du BHZ Coworking à Lannion. Rendez-vous chaque jeudi autour d'un café ou d'un thé. Indépendants, start-upers, télétravailleurs, qui sont ces acteurs qui font vivre l'économie locale? Comment s'organisent-ils au quotidien? Ils donnent tous leurs tips de super-héros. Passionnés, challengers, déterminés, découvrez leur parcours, leur activité dans les Côtes d'Armor et même au-delà. Rendez-vous en description d'épisode pour connaître toutes nos actus. Bonjour à tous. Salut Gaël. Hello Gaël. Bonjour. Bonjour Vincent. Bonjour. Ravi de t'accueillir sur la BHZ League aujourd'hui. Alors on est au studio. On a retrouvé Patrick. Ouais, il est de retour. C'est bon. Et puis on va plonger du coup dans un épisode autour de l'écologie, la RSE, en tout cas la conscience des entreprises au niveau environnemental. On va essayer de décortiquer tout ça ensemble. Avant de plonger, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc Vincent Gillet, je suis un Breton du Sud-Bretagne qui a migré il y a quelques années maintenant dans le Nord ici, par amour pour la côte de Grain-in-Rose et pour ma compagne. J'ai 2 ans, j'ai 2 enfants. Qui ont 2 ans peut-être? Pas loin. Pas loin. Voilà, j'ai 2 petits garçons et effectivement, en gros, ça fait une quinzaine d'années que j'évolue sur ces sujets d'impact environnemental. En tout cas, c'est un peu, je dirais, le fil rouge de mon activité professionnelle, c'est essayer d'avoir un impact sur l'homme, sur son environnement. Donc ça s'est matérialisé par travailler avec des grands groupes, des startups, des PME. Et puis depuis quelques temps maintenant à mon compte, donc j'imagine qu'on rentrera dans le détail après. Exactement. Est-ce que tu avais préparé une question pour nous, pour introduire un peu l'épisode? Ouais, du coup, vous, l'impact environnemental en tant qu'entrepreneur, comment vous arrivez à l'intégrer? En quoi c'est un sujet dans vos activités respectives? Alors moi, j'ai 2 exemples à donner. J'ai décidé de ne plus acheter de bouteilles d'eau. Donc c'est-à-dire que pour le café, je prends ma tasse et puis pour m'hydrater aussi, boire de l'eau au quotidien au BHZ Coworking, j'utilise la tasse également et avec l'eau du robinet. Ça évite le plastique et au-delà de ça, je fais aussi attention aux emails, à l'envoi de mails, puisqu'il faut savoir qu'il y a eu un impact environnemental, une pollution numérique qui est engendrée aussi avec les envois de mails, même si effectivement j'aime beaucoup le mail pour la traçabilité. J'essaye d'alléger le poids de ces mails-là en allant à l'essentiel et en évitant les pièces jointes qui parfois en plus ne partent même pas avec le mail, vous savez, les fameuses pièces jointes qu'on oublie d'envoyer. Donc voilà, je fais attention au poids des mails et également à la signature. J'ai travaillé pour un grand groupe il y a quelques années, il y a 2-3 ans, pour ne pas le mentionner, et j'avais une signature hyper lourde avec une photo, un gif, etc. Bref, tout ce qu'il faut pas faire. Donc aujourd'hui, il y a mon nom, mon prénom, le numéro du BHZ Coworking et puis le lien vers le site web. Sobriété. Voilà. Sobre. Et petite parenthèse par rapport à ça, si je peux me permettre, c'est justement le numérique, le sujet du numérique. Bon, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est un élément important. Et depuis peu de temps, on sait que ça représente une part plus importante que le secteur de l'aéronautique. Donc, ça montre quand même que c'est quelque chose qui va de manière croissante, de plus en plus importante. Et effectivement, il y a des petits gestes au quotidien en tant qu'entrepreneur. Et puis aussi
pour les entreprises à faire. Donc voilà. Pour rebondir, Vincent, je lisais qu'une requête Google émet 7 grammes de CO2. C'est-à-dire qu'on fait une recherche sur Google et donc à titre de comparaison, un gramme, un sucre, vous savez qu'on met dans son café, bon en l'occurrence je n'en mets pas, mais le poids d'un sucre c'est 5 grammes. Donc voilà, une requête, une recherche Google, une requête Google c'est le poids un petit peu plus lourd que le poids d'un sucre. Et ça s'additionne. Ouais. Du coup, j'ai honte parce que le nombre de mails que j'envoie, que je reçois, on n'est clairement pas dans cet effort-là. Même si c'est vrai que bon, pour étant, je pense que c'est le même groupe dont tu parlais. La couleur du micro. Ouais, voilà. Effectivement, on a des campagnes qui nous demandent de faire attention à nos mails, mais dans les faits, honnêtement. Moi, j'arrive pas forcément à en prendre conscience. C'est vrai que je préfère quand même faire un gros mail bien rempli, mais le problème, c'est que des fois, on nous demande de la réactivité. Et la réactivité fait que, du coup, on répond du tac au tac sur un mail, ce qui fait qu'on se retrouve avec des mails qui s'empilent, un thread de mails, alors qu'en ayant répondu une seule fois de manière bien concise, ça aurait évité peut-être. Et ça, on le fait pas assez, je trouve. Mais bon. Donc, peut-être que la prise de conscience, je l'ai, moi, par rapport à ça. C'est-à-dire que je préfère faire des bons gros mails où je liste un peu tous les points. Donc, c'est l'effort que je ferais. Tu voulais rajouter un truc? Non, j'allais juste dire que l'augmentation en plus du télétravail est venue augmenter cet enjeu-là, quoi. Ouais. Et donc, effectivement, je pense qu'il y a des nouveaux outils à trouver et des nouvelles manières de faire. Ouais. Et sinon, moi, l'acte vraiment que j'ai posé depuis maintenant plusieurs années, c'est de vraiment voyager en train le plus possible. Je fais beaucoup d'allers-retours, comme vous savez, entre Paris et Lannion. Pendant les toutes premières années où j'ai fait ça, je le faisais systématiquement en voiture. Et puis la vie a fait que j'ai changé, et puis la tranquillité et tout ça, mais aussi la prise de conscience que voilà, avec le train, c'est quand même c'est plus éco-responsable, on va dire, c'est ça le terme. Et on a la petite sonnette de la SNCF à la fin qui dit nous vous remercions d'avoir pris le train pour votre voyage. Donc ça, on est fiers quand on entend ça. Donc ça, c'est cool. Voilà, donc moi, c'est ça l'impact au niveau, on va dire, entrepreneur. Il aurait pu être énorme, hein, si toutes les semaines tu fais un aller-retour, c'est sûr. Ouais. Et il y a quelque chose de chouette avec la SNCF, tu as dû le recevoir en fin d'année dernière, qui t'envoie ton rapport justement sur toute l'année. Ouais, qu'est-ce que tu as économisé par rapport au fait si tu avais choisi d'autres modes de transport. Ouais. Et je trouve que ça, c'est un bon outil pour engager justement en tant qu'entrepreneur, mais en tant que citoyen. Il y a quelque chose j'ai vu sur les réseaux sociaux, les gens, ils partageaient ça en montrant, regardez l'impact concret que j'ai eu dans mes déplacements. Ouais. Et je trouve que ça, c'est chouette comme outil. Top. Moi, je veux pas être très très long. Tout le matériel qu'on utilise aujourd'hui là pour enregistrer le podcast, il vient du Bon Coin. Donc j'essaye quasiment, j'achète quasiment plus de matériel neuf. Alors il est quasiment neuf, hein, parce que franchement il était encore sous blister, mais au moins il est pas. J'ai pas fait un appel à une usine qui a lancé une commande pour qu'on puisse enregistrer. Et ça, je le fais pour tous les nouveaux podcasts. Donc il y a une vingtaine de kits comme ça qui tournent autour de la France pour enregistrer. Du coup, voilà, je récupère le matériel que quelques podcasteurs en herbe ont utilisé pour 3 épisodes. Plutôt sur le Bon Coin, du coup. Ouais, le Bon Coin. Sur Back Market ou des choses comme ça, t'as pas encore ce genre de... Pas encore ce type de matériel. Effectivement, les ordi et les téléphones qu'on utilise aussi sont reconditionnés, mais pas ce type de matériel technologique. Ouais. Ok, super. Pas pour l'instant. Ça fait combien d'années que tu exerces, Vincent, aujourd'hui? Aujourd'hui, je travaille particulièrement à accompagner des collectivités, des entreprises sur la dynamique d'économie circulaire. Donc ça fait
2 ans et demi, il y a eu une petite transition. Mais auparavant, je travaillais pour une structure qui s'appelle Recyclive et qui est en plein dans cette dynamique de circularité, puisque l'activité, c'est de la collecte et du réemploi de livres. Donc, c'est le deuxième plus gros vendeur de livres d'occasion en Europe. Donc, c'est cette logique-là, justement, d'avoir un usage du livre, justement, sur la fonctionnalité, sur l'usage. Donc on le lit et puis après, de se dire qu'il puisse avoir un deuxième, un troisième, un quatrième lecteur, et cetera. Donc j'ai monté une antenne à Nantes pendant 7 ans. On a développé une vraie activité avec des partenaires un peu partout sur le Grand Ouest. Et en fait, c'est comme ça aussi qu'est venu, en discutant beaucoup avec des écoles, des entreprises, on sentait le sujet économie circulaire monter. À ce moment-là, et d'ailleurs, comme sur le sujet de l'écologie, globalement, il y a pas d'experts en tant que tel. Enfin, c'est-à-dire que les choses bougent tellement vite, il y a tellement de nouvelles réglementations qu'en fait, tout le monde, il y a cette notion de coopération, elle est importante. Et du coup, j'ai commencé d'abord à donner des cours sur ces sujets-là. Puis ensuite, j'avais des demandes de collectivités, d'entreprises. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis mis à mon compte. Donc, en arrivant ici dans le coin. Et voilà. Du coup, ça fait 2 ans et demi. D'accord. Et donc, tu as quitté le salariat définitivement pour te mettre à 300% à ton compte? Oui et non. Après, moi, je suis. Alors oui, effectivement, j'étais salarié auparavant. Après, là aujourd'hui, en ce moment, je suis justement en train de ce souhait de retrouver aussi une dynamique collective, un esprit d'équipe, etc. Et donc, il y a des nouveaux sujets autour de l'économie régénérative, etc. On pourra en parler après. C'est possible que voilà que je revienne à cette dynamique de salariat, mais ça correspondait à un moment de vie aussi de me mettre à mon compte. C'était confortable. Par rapport à avoir des enfants petits, ça me permettait de répondre aussi à des besoins de nouveaux interlocuteurs. Mais oui, en fait, j'ai tourné la page et puis, mais je m'autorise à faire des allers-retours comme ça. Ouais. Et j'aime bien cette idée-là, en fait. Et Tout est donc possible. aujourd'hui, tu es consultant, c'est ça? Ouais. Alors c'est un mot un peu fourre-tout, moi je trouve, consultant, et que j'aime pas Nous trop. sommes 4 consultants autour de la Voilà, table. c'est ça. En fait, c'est coach, consultant, accompagnateur, ce qu'on veut, facilitateur. Mais effectivement, comme j'accompagne à la fois, je peux accompagner une grosse collectivité comme une petite start-up, une PME, etc. Les demandes, elles sont toujours différentes. Après, la porte d'entrée, effectivement, c'est toujours quand même, alors cette dynamique effectivement un peu RSE, mais maintenant c'est le bilan carbone qui est quand même un bon outil pour rentrer sur ces sujets-là. C'est venir faire de la sensibilisation aussi auprès des collaborateurs. Et puis oui, idéalement, c'est de réussir à accompagner ces structures-là dans le temps, donc de sensibiliser pour ensuite mesurer avec du bilan carbone, avec l'analyse de cycle de vie de produits, mais rentrer après un peu plus loin en pilotant, en ayant une feuille de route et en planifiant des choses dans le temps. Mais ouais, mon rôle aujourd'hui, c'est ça. Et ce qui est génial, c'est que c'est à chaque fois des choses complètement différentes. Et dès que je réalise une mission, en fait, ça me fait rebondir sur autre chose, soit un autre secteur d'activité, soit une autre boîte. Et cette dynamique-là, je l'aime beaucoup aussi, quoi, parce que ça permet aussi de se questionner soit dans le processus Dans ses d'accompagnement. usages. Ouais. Ok, hyper intéressant. Parce que du coup, là, tu dis à chaque fois, la première porte d'entrée, c'est mesurer, c'est comprendre un petit peu, mettre des chiffres. Parce que après, moi, j'écoute souvent la règle des 3 R. Réutiliser, réduire, réutiliser et recycler. Ouais. Mais si on ne sait pas ce qu'on peut faire avec, je sais pas, le nombre de podcasts, le nombre de produits utilisés, le nombre d'achats, le nombre de kilomètres parcourus, c'est un petit peu dans le vent pour mettre en place une stratégie, quoi. Ouais, c'est pour ça que effectivement aujourd'hui l'idée de mettre en place, on parle beaucoup de stratégie bas carbone, stratégie climat. Aujourd'hui, il y a un peu cette course à la mesure et c'est hyper intéressant parce que on voit que ça permet de prendre conscience de certains points de dépense d'un point de vue gaz à effet de serre. D'ailleurs,
petit aparté, mais je crois que c'est hier, on a révélé que on avait baissé de 4,6% l'émission de gaz à effet de serre en France. Alors c'est à mettre à relativiser parce qu'on est aussi en pleine crise énergétique et tout, mais ça veut bien dire par exemple dans l'industrie et dans le bâtiment, et je trouve qu'on le dit pas beaucoup, mais dans l'industrie et dans le bâtiment aujourd'hui, c'est en train de redescendre en France. Donc c'est parce que justement on a mis le nez dans nos bilans carbone, on a pu mettre en place des actions sur les gros postes de dépenses. Et du coup, oui, pour répondre à ta question, donc ça c'est la porte d'entrée. Mais aujourd'hui, alors notamment avec les choses sont en train de pas mal bouger. Il y a une norme européenne qui s'appelle la CSRD qui oblige les entreprises de plus de 500 salariés et de plus de 40 millions de chiffre d'affaires, donc plutôt des grosses entreprises aujourd'hui, à publier leur rapport extra-financier. Donc ça veut dire justement les chiffres en termes d'impact environnemental, mais aussi sur sociétaux et même en gros, il y a une douzaine de normes, mais on va commencer à parler de biodiversité parce que c'est un sujet et de pas être juste dans la course au carbone, mais aussi sur les sujets de biodiversité, les problématiques d'eau, les problématiques. Donc, dans cette norme, et c'est ça qui est intéressant, il y a un onglet, il y a un aspect utilisation des ressources et économie circulaire. Donc, on voit bien que ces grosses structures, elles vont être obligées, et là, certaines étaient préparées, mais d'autres moins, à aller sur ces sujets-là. Demain, ça va être un peu plus de structures qui vont y aller. Et on pourrait se dire, ouais, c'est un énième reporting, c'est encore des RSE, etc. Mais on sent quand même qu'il y a plus d'ambition et on sent que, notamment après la crise Covid, on s'est quand même tous rendu compte que les entreprises qui ont le mieux vécu, entre guillemets, cette crise, c'est ceux qui avaient su s'adapter en allant regarder ce qui se passait sur leur transport, sur leur sourcing, leur approvisionnement d'achat. Être plus local. Ouais, essayer de créer des boucles locales et tout ça. Et c'est clairement ces entreprises-là qui s'en sont le mieux sorties après la crise Covid. Okay. On peut imaginer, on est dans un contexte de changement de paradigme, on va avoir des nouvelles crises, il y a de l'incertitude. Donc je pense que tout le monde là est en train de se dire, OK, si on veut être pérenne dans le temps, il faut qu'on s'occupe et de manière aussi honnête en tant que leader, en dépensant les sujets de greenwashing et tout ça qui existeront certainement toujours. Mais moi, je sens ce truc-là, ce mouvement de fond-là sortir et je trouve ça hyper intéressant. Et si on essaie de ramener ça, par exemple, à une PME comme les BAG de coworking, ouais. Je vais te donner quelques exemples de cas où je me dis oh là j'abuse. Bon, c'est sûr qu'on sera dans l'abus, mais derrière c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Pour améliorer ça, ouais. Moi quand j'ai conçu l'espace, bon déjà je m'étais dit que j'allais le partager, donc c'était une manière déjà d'être un peu pour moi éco-responsable, c'est-à-dire je voulais pas occuper des bureaux tout seul. Pour rien. Je me suis dit, faisons quelque chose de cool en rassemblant pas mal de personnes qui pourraient être intéressées pour venir travailler. Donc là, je pense que je coche la case. Ouais, t'optimises l'espace, ouais. Voilà. Allez, case cochée, pardon. Coché, ouais. Par contre, je l'ai voulu assez autonome, assez de par mon activité annexe, je savais que j'allais pas être là souvent. À l'époque, je travaillais pas encore avec Rosen et du coup, l'idée c'était que les gens aillent et viennent sans que j'arrive et donc du coup, l'espace il est connecté, ce que j'appelle connecté. Ouais. Le désagrément de ça, c'est que la lumière peut être allumée de 8h à 8h puisque c'est les horaires d'ouverture sans qu'il y ait personne et ça je peux pas le savoir. Du coup, c'est là où moi je me dis là il y a une dépense énergétique qui est faite mais j'ai pas d'autre choix. En fait. Après, il y a aussi d'autres espaces où, en plus, c'est compliqué parce qu'il y a des fois où, pour faciliter l'accès, on va permettre à quelqu'un d'utiliser une pièce et puis après, nous, on va partir et la personne n'a pas le moyen d'éteindre la lumière. Donc, la lumière va être allumée et donc, quand on revient le lendemain, elle est allumée. Donc, tout ça, c'est des petits points qui, tu vois, de par le progrès où on essaie de faciliter l'accessibilité aux personnes, on peut pas s'empêcher d'avoir quelques dérives. C'est là où moi, du coup, je sais pas bien mettre le curseur. Je sais on fait des efforts, je regarde les ampoules que j'utilise, si elles sont
basse consommation, mais qu'elle favorise aussi la lecture. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça auxquels je pense. Ouais. Mais enfin voilà, on peut pas être 100% parfait, quoi. Mais je pense que c'est peut-être pas le but non plus. Non, ouais, c'est clair. Moi, je pense qu'il faut être volontaire. On a tous nos incohérences. Et puis après, pardon, je reviendrai à ton point, mais Ouais. il y a une étude il y a pas longtemps qui est revenue aussi sur cette logique. On nous culpabilise beaucoup en tant que citoyen, et le rapport en fait entre ce que tu peux générer en termes d'impact sur ton aspect professionnel et sur ton aspect personnel, en fait, le rapport il est de 1 à 9. Donc déjà, contentons-nous de faire des entreprises qui bossent sur ces sujets-là, et après, en tant que citoyen, bah ça va ruisseler, comme diraient certains. Mais sur ce truc de la lumière, c'est vrai que je me suis déjà fait la remarque où j'étais le soir, je partais, Gaël était plus là bizarrement, et je cherchais à appuyer sur les boutons et ça s'éteignait pas. Ouais. Donc je partais frustré, mais j'allais pas dormir là non plus. Et en fait, bah je pense que moi je dirais la première chose à faire, c'est mettre le nez dans du coup tes consommations d'énergie. Ouais. Et parce que c'est pas dit que si tu laissais les bureaux en te disant c'est manuel, peut-être que tu aurais aussi des oublis de lumière la nuit, etc. Après, c'est peut-être, je sais que dans beaucoup d'espaces publics, notamment, ce qui a été privilégié, parce que bon, on n'est pas sur un espace public, mais on est sur un espace où ça circule quand même, bah, tout ce qui est détecteur, en fait, quoi. Notamment sur la partie centrale, que tu puisses soit le fixer, soit le mettre en détection, et enfin voilà. Après, je suis pas un expert non, mais lumière, si tu vois l'idée de la détection, je crois que j'ai vu un truc. Faudrait que j'imagine un gadget encore. Il y a déjà tellement de gadgets dans le truc. Il y en a pas et c'est là où on voit que la domotique quand même ça fonctionne très bien quand même. Mais à la fois, moi je vois ça comme quelque chose de positif, que ces lampes soient connectées, parce que je compare aux États-Unis par exemple. Bon, le mode de vie américain est complètement différent, mais eux vont garder la lumière allumée toute la nuit, à 300%, parce qu'il y a ce côté un peu sécurisant de se dire que s'il y a de la lumière, il y a potentiellement quelqu'un, et donc il y aura pas de soucis de cambriolage ou quoi que ce soit. Donc moi je vois ça comme comme une habitude responsable, Patrick, d'éteindre les lumières entre 20h et 8h le matin. Ouais. Oui, ça c'est sûr. Mais que dans la journée, il y ait peut-être un bouton manuel ou le détecteur de présence, en fait, peut-être. On puisse vraiment passer. Parce que en fait, historiquement, c'était des boutons manuels. Sauf que quand il y avait personne dans l'espace, ben l'espace il était éteint, et je recevais des appels à Paris demandant si l'espace était ouvert parce qu'il y avait pas de lumière. D'accord. Donc la lumière était aussi un signal pour montrer que l'espace était ouvert. Oui, comme un magasin aussi, hein. Bah ouais. Quand on arrive sur un parking ou un trottoir. On me disait, je suis devant, j'arrive pas à rentrer. Bah oui, l'espace est connecté. Donc c'est normal. Mais c'est ouvert. Et voilà. Donc il y a pas mal de freins. Et maintenant qu'il y a plus de monde qui reste à l'intérieur, que ce soit nous. Oui, c'est vrai que j'avais pas les résidents. Il y a peut-être un juste milieu à trouver. Une possibilité et puis surtout toute la signalétique que vous avez mis en place. Ouais. Bon. Et je pense que le détecteur de présence, en plus, tu peux le calibrer sur des horaires. Oui. Parce qu'effectivement, si c'est détecteur de présence, c'est que tu passes, t'es comme ça dans ton ordi, parce que ça peut être aussi frustrant. Ça peut être très drôle aussi. Mais c'est ça, tout le monde devant son ordi qui bouge là. Mais je pense que à partir de 18h jusqu'à 8h le lendemain matin, tu dois pouvoir faire ça. Ah oui, ok. Bah écoute, il y a des villes aussi qui s'équipent de lampadaires connectés comme ça avec des détecteurs. Toi, Vincent, t'as déjà travaillé, si je ne m'abuse, avec Brest, c'est ça? La ville de Brest? Ouais, notamment, j'ai travaillé avec plusieurs collectivités. Après, les sujets sont toujours différents, mais de la même façon qu'une entreprise cherche à circulariser son activité, c'est-à-dire sortir en tout cas de l'approche linéaire qui est extraire, produire, consommer, jeter. De la même façon, aujourd'hui, les territoires regardent ça. Et par exemple, j'ai un exemple de ce qu'on peut faire de manière très concrète avec une collectivité.
C'était sur un autre territoire, mais en gros, on a réussi à réunir pratiquement la totalité des agents, donc c'était plusieurs dizaines, voire centaines de personnes qui étaient présents, avec un gros temps un peu hackathon, un gros temps de sensibilisation sur les enjeux, sur aussi qu'est-ce que c'est l'économie circulaire, essayer de créer quelque chose d'assez ludique pour ensuite aller vers de l'intelligence collective et mettre en place des ateliers, des feuilles de route et piloter tout ça. Et je me souviens d'un exemple, c'était le service Espace Vert qui a fait un boulot hyper intéressant mené par les équipes des Espaces Verts où en fait ils se sont rendus compte que ils avaient un taux de renouvellement sur leur outillage qui était vraiment hyper important. Donc en fait ils ont fait un peu une analyse de cycle de vie des produits sur à l'échelle de leur service. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de choses qui sont nées de ça, où ils se sont rendus compte que, parce qu'on, par exemple, en France, on sait que la durée moyenne d'utilisation d'une perceuse, vous diriez que c'est combien de temps sur toute une vie? Vous allez acheter une perceuse, combien de temps en moyenne en France vous allez l'utiliser? Combien de temps on va l'utiliser? En tant que personne, en tant que personne. En tant que perceuse, ouais. Non. En tant que une perceuse personnelle, pas pro. Personnelle, ouais. Chez toi. 10 heures. Plus de 40 heures quand même. Un mois. 11 minutes. Oh La moyenne, c'est ça, c'est 11 minutes. Donc, sur toute une vie? Sur toute une vie, sur la durée de vie de la perceuse. Waouh. Ah, oui, c'est vrai. Okay. Parce que, bon, une perceuse, c'est quelque chose où on va s'équiper à 20-25 ans, et puis c'est possible que 40 ans plus tard, on l'ait toujours. Ouais. Et 11 minutes. Donc, il y a des gens qui vont l'utiliser toutes les semaines, mais il y a des gens, ils vont l'utiliser une fois à l'emménagement pour mettre des 3 tableaux, ou alors c'est un cadeau qu'ils ont eu, et donc c'est quand même dingue. Et tout ça pour dire que ce service des espaces verts s'est rendu compte qu'il y avait plein de doublons sur leurs outils, il y avait aussi beaucoup de matériel avec l'obsolescence et tout qui tombait vite en panne, etc. Et du coup, ils ont fait un travail sur leur sourcing, essayer de penser qualité d'outils ou éco-conception dès le début. Ils ont fait un travail, et en fait, sur plein de sujets, et ça aboutit par, ils ont créé un poste de... les mains. Ah, pardon. S'il te plaît. Je vois Gaël me faire des signes. Ils ont créé un poste en interne de réparateur reconditionneur. Ah bah. En interne, et qui s'est mis, par exemple, tu vois, à utiliser, je sais pas moi, des bouées ou des coques de bateau du service nautique pour les mettre sur des espaces verts. Ils ont aussi mis en place de la tonte raisonnée, des headbench pour aller moins intervenir sur les espaces verts, des moutons, de l'éco-pâturage. Et ça vient aussi quand on intègre ces principes de circularité. Ben en fait, c'est beaucoup de bon sens. C'est là qu'on va s'inspirer des cycles du vivant et de la nature. Et puis, en fait, en discutant après avec des membres du service ou d'autres services, ils m'ont dit c'est dingue parce que ils se sont aussi réengagés en tant qu'agents, en tant qu'individus, quoi. Et ils avaient déjà les solutions en fait. Ils les avaient, mais le process, il n'était pas comme ça. Le process, c'est en panne, on envoie là-bas. Si tu as besoin d'un, tu rachètes, donc tu remplis une feuille pendant là. Et là, en fait, bah, on va réparer plus souvent. On va aussi faire, réviser les appareils plus régulièrement. Et ça, ce qui est dingue, c'est que à la fin d'année, ça fait une économie de 30 000 euros, quoi. Et prochainement, les week-ends, ça sera le matériel sera disponible pour les habitants de la commune. Comme ça, les perceuses, une bibliothèque d'outils, exactement. Bah ouais. Non, mais c'est super. Ouais. Et est-ce que vous avez vu passer des... Parce que du coup... Ça, effectivement, on voit que ça commence à arriver, mais quand je vois qu'à côté, on est tous équipés de smartphones qui ont des durées de vie programmées, où on nous pousse à aller racheter et tout ça, moi, je vois rien contraindre, en fait, ces entreprises-là, aujourd'hui. Ouais. Il y a des choses où... Aujourd'hui, il y a quand même dans différentes lois qui sont passées, et il y a des entreprises qui ont eu des comptes à rendre, et notamment, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois Apple sur l'obsolescence programmée. Ouais. Donc, ou même, tu vois, dans l'automobile, il y a eu des sujets comme ça. Malgré tout, on sent qu'il y a un besoin d'aller plus loin.
Et c'est vrai que l'idéal, c'est du Fairphone, et l'idéal, c'est ce que tu disais Gaël tout à l'heure, c'est en fait c'est le reconditionner. Parce que qu'on soit habitué à Apple et qu'on ait du mal à aller sur autre chose, déjà d'aller sur du reconditionné, ça change tout. Et surtout ne pas être obligé, ne pas s'obliger, ne pas être, ne pas avoir peur de rater la nouvelle version. Non, mais ça oui. Parce que moi, j'ai un vieux Apple reconditionné. Je prends à chaque fois que je peux le dernier, la dernière version, la plus ancienne version que je peux prendre. Ouais. Bah, ça fait 3 ans Moi, que je je l'ai. faisais ça et j'ai craqué. Ça fait 3 ans et ça marche. Normalement, je faisais ça. Je sais pas pourquoi. Je suis passé sur l'iPhone 15, là. Bon. Alors, ça, c'est à New York ça, c'est aussi. l'effet New York. Non, c'était Parce que Rosen, quand elle va aux States, elle ramène aussi l'iPhone 14. Non, mais c'est ça. Parce que dans le Trégor, t'as besoin que du Nokia 3310, c'est clair. C'est clair. Bon, j'étais bien content d'avoir l'iPhone 15 parce qu'elle fait des super photos. Mais oui, pour ma défense, c'est mon outil de travail. C'est pour ça. Et si on est trop attaché à la dernière version, il y a une autre possibilité, sinon, c'est de faire de la location. Ouais. Moi, par exemple, j'ai effectivement un Mac, et je le loue. Et ça me permet d'avoir toujours la dernière version. Ah oui, moi, c'est du reconditionné en location aussi. Ouais, ça peut être du reconditionné en location, et ça peut être la dernière version en location. Mais en quoi la location, du coup, est plus vertueuse que l'achat? Alors, c'est une question philosophique. Waouh. Oui, mais Vincent est prêt. Vincent est prêt, il lit tous les jours. C'est un penseur. Je suis un lecteur pour l'instant et un penseur. Alors, je te cache pas, moi, au début, c'était aussi pour des raisons économiques. Le dernier Mac, il coûtait relativement cher. Il y avait aussi cette notion-là, pour être honnête. Mais, du coup, derrière, il y a quand même tout un programme où ils vont s'engager justement. Je sais que cet ordinateur-là, il va avoir plusieurs vies et il va rentrer dans la boucle du reconditionné de fait plus facilement. Et du coup, je pense que donc ouais, de toute façon, la location, l'économie de fonctionnalité en fait, d'être juste sur l'usage. C'est comme j'avais la même stat que la perceuse sur la voiture, mais je l'ai oublié. C'est vrai qu'en soi, l'autopartage, Ouais, la nuit elle est dans le garage et la journée elle est sur le parking. Voilà. Donc voilà, c'est évident, mais non, c'était pour si vraiment on est attaché à la dernière version, il peut y avoir cette solution. Ouais, non, mais oui, effectivement, on est. Et du coup, on sort aussi un peu de ce rapport de consommation juste. On ne possède plus spécialement. Moi, je le loue. J'ai pas d'engagement, donc à tout moment, voilà, limite si je pars 3 mois faire un tour en bateau, je peux le rendre et repartir. Et limite même tu fais même plus attention peut-être. Alors je suis bien sûr parce au niveau batterie, au niveau tout. Ouais. Donc après faut voir d'un point de vue économique, peut-être que tu vois sur un temps long ça peut être parce que en fait quand on achetait avant mes 2 ou 3 premiers téléphones, on allait sur un nouveau, l'autre on le mettait dans le tiroir. Alors que maintenant on peut les revendre, on peut les redonner et ça peut. Moi tous mes téléphones, je n'en ai plus qu'un. Tu n'en as plus qu'un. Ouais. J'en ai plus qu'un et j'ai aucun besoin de garder les choses. Ouais. À part si t'as plein de photos, gars. En cas de secours, c'est sur le cloud. Toi, avant, on avait plein de disques durs. Maintenant, on a les clouds. Ouais, mais tu vois, ça, et tout ça, c'est des choses. En fait. C'est des choses qui sont. C'est de la matière première de la terre qui est dans des tiroirs, quoi. Alors que tous ces grands géants, ils en ont besoin dans leur usine. Ouais. Non, mais idéalement, après, voilà, dans un monde idéal, effectivement, on pousserait plus, on accompagnerait plus d'un point de vue politique des structures comme Fairphone qui vont permettre de réparer plus facilement et de faire évoluer aussi en version nos téléphones plus facilement, quoi. Et d'ailleurs, Vincent, est-ce que tu ressens qu'il y a un vrai éveil auprès des entreprises sur ces questions-là, ou est-ce que toi, en tant que consultant, coach, facilitateur, est-ce que tu fais beaucoup de prospection? Alors, est-ce que les entreprises viennent davantage vers toi, ou est-ce que tu as un vrai travail de prospection à faire? Ce que je disais tout à l'heure, on sent véritablement aujourd'hui que les choses sont en train de bouger, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que
notamment le Covid et le fait d'avoir dû réinventer plein de choses très vite. Du coup, il y a plein de gens qui se sont dit, OK, on ne s'est pas préparé, on n'a pas anticipé. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, hein, l'économie circulaire, c'est aussi anticiper nos vulnérabilités par rapport à des pénuries, des problématiques de ressources. C'est aussi, et c'est là, c'est en ça que les choses bougent aussi, c'est se poser des questions sur son modèle économique, son modèle d'affaires, donc créer des choses plus vertueuses. Et puis, c'est aussi, on a une génération aujourd'hui qui a 20 ans, le premier élément qu'ils regarde sur un nouveau poste, c'est pas la rémunération, c'est qu'est-ce qu'elle fait la boîte sur ces sujets-là. Donc, c'est aussi aller chercher les talents pour sa boîte demain, c'est d'aller là-dessus. Donc, oui, c'est en train de bouger. Après, évidemment, il y a des boîtes qui sont natives, qui sont nées sur ces problématiques environnementales et sociales, et donc elles impulsent des choses. Mais les grands groupes, bah, effectivement, ça passe par de la réglementation. Ce qui se passe avec la CSRD, c'est vraiment intéressant. Pour moi, c'est pas un énième reporting, parce que ça permet de mettre le nez dans tous ces outils de mesure. Et aujourd'hui, on est capable de poser, grâce à cette norme-là, en tout cas moi c'est ce que j'essaye de faire, une stratégie d'impact global. C'est-à-dire on va vraiment aller regarder la stratégie bas carbone, les sujets autour de la biodiversité. En fait, moi en tant que chef d'entreprise, en tant que leader, d'essayer de revenir aussi au fait que mon entreprise, elle appartient à un territoire, à une géographie. Par exemple, il y a un exemple qui est hyper intéressant en termes d'économie circulaire, ça va être tout ce qui est sujet d'écologie industrielle, c'est-à-dire à l'échelle d'une zone d'activité, on va se mettre autour de la table et on va dire bah moi mes déchets c'est ça. Par contre pour produire j'ai besoin de tel flux et en fait à l'échelle locale c'est vrai c'est ça ton déchet. Bah j'en ai besoin. J'en ai besoin. Il y a il y a un comme ça. Là. Il y a un super exemple, d'écologie industrielle. Il y a un super exemple. Le premier, je crois que c'était au Danemark. Le nom de la zone m'échappe, mais ça commence à arriver vraiment en France. Et non, aujourd'hui, on sent que c'est dans la tête de toutes les entreprises. Mais par contre, effectivement, il faut quand même que ce soit incarné par le leader, quoi. C'est vrai qu'il faut qu'à un moment donné, le leader ou les dirigeants aillent se poser des questions sur pourquoi on fait les choses, et c'est ça qui permet de dépasser le côté greenwashing. Moi, ce que j'entends beaucoup chez les dirigeants aujourd'hui, c'est qu'il y a 3 questions. La première, c'est d'un point de vue business, si moi je m'engage sur les problématiques d'économie circulaire, est-ce que ça va par rapport à mes concurrents que je voulais poser. Par rapport à mes concurrents, qu'est-ce que ça va m'apporter? Donc là, c'est assez simple, c'est ce que je viens de dire avant, c'est-à-dire que de l'image de marque, c'est de notoriété, quoi. De la notoriété, mais aussi des talents, aller chercher des nouveaux modèles d'affaires, de l'antifragilité, anticiper ses vulnérabilités, exactement. Après, il y a un deuxième sujet et qui est pas anodin, et je pense qu'il ralentit un paquet d'entreprises et d'entrepreneurs, c'est l'aspect réglementaire, parce que les normes quand même bougent beaucoup, et donc si on n'est pas tous les jours la tête dedans, c'est pas évident de s'y retrouver. D'où le fait que la CSRD va permettre aussi quand même d'homogénéiser un peu tout ça, donc je pense que c'est intéressant. Et le troisième gros enjeu, c'est un enjeu de réputation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que finalement, il y a des boîtes qui ont fait des vraies avancées sur ces sujets d'impact environnemental, mais qui hésitent à communiquer parce qu'elles veulent pas être taxées de greenwashing, justement. Et donc, c'est intéressant. C'est l'inverse. C'est presque l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, il y a des structures qu'on considérait, et un peu dans cet environnement-là, qu'on considérait que plus tu communiques et finalement moins c'est bon signe. Parce que, en fait, à la rigueur, t'as pas trop besoin de communiquer parce que ça doit se retrouver dans ton modèle d'affaires. Ça devrait être normal. C'est transparent. Tu devrais l'incarner, en fait. Et donc, c'est des trucs qui reviennent souvent, mais oui, les choses bougent. Après, quand tu vois qu'on a franchi 6 des 9 limites planétaires et que les choses bougent pas assez vite, mais moi, je suis plutôt volontariste, optimiste, et surtout que dans les exemples que tu as donnés, on voit bien que écologique rime avec économique, et depuis quelque temps, on est reparti en mode inflation. Les coûts de production d'énergie, de transport
augmente. Et donc c'est plus la fête du portefeuille où voilà, on pouvait faire des emprunts pour rien. L'argent ne coûtait rien. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc tout de suite, là, ça a beaucoup plus de sens de s'intéresser à vraiment ce qui est gaspillé, et au final, c'est que du bon sens. Il n'y a pas grand-chose à mettre en place pour nos petites échelles, petites entreprises. C'est quand même plus simple que de transformer un groupe industriel, quoi. Là où faut se réintéresser vraiment à tout le modèle économique de flux de ressources. C'est ça, très complexe. C'est pour ça c'est presque un changement de logiciel / changement de paradigme. Et j'ai entendu un truc l'autre fois que je trouvais intéressant, c'était que dans tout changement de paradigme, du coup, il faut qu'on s'habitue un peu à naviguer dans l'incertitude et décider dans la complexité. C'est-à-dire ramener de la nuance. Tout n'est pas tout noir ou tout blanc et tout ça. Mais donc je pense que c'est cette dimension-là qui est importante à avoir en tête. Et puis faire les choses parce que avec sincérité, avec honnêteté aussi, et par contre et être OK avec le fait qu'on a tous des incohérences, que l'écolo parfait, ça existe pas, parce qu'en fait on est dans un monde qui nous permet pas de l'être non plus. Et c'est en ça où j'avais parlé de ça à Rosen avant notre échange, c'est la circularité, c'est ce qu'on retrouve dans la nature, les cycles de l'eau, les cycles des marées, de l'azote. Et aujourd'hui, c'est une vieille notion qui a déjà 10, 15, 20 ans, le biomimétisme, s'inspirer du vivant. On sent que un peu partout, c'est en train de... En fait, je pense que basculer vers une économie circulaire, c'est aussi faire revenir de la coopération localement, c'est se reconnecter au vivant. Et l'exemple de la forêt qui produit pas de déchets, en fait, et pourtant qui produit du bois, qui avec le processus de photosynthèse, enfin on le connaît tous, va nourrir nos sols. Il y a quand même c'est pour ça, moi je suis assez optimiste, mais de nature. Mais même là, tu vois, lundi soir, il y avait vous connaissez peut-être l'émission de Sur le front d'Hugo Clément sur France 5. Le sujet, c'était comment mieux nourrir nos sols. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on en connaisse plus sur la biodiversité que sur toute la biomasse et tout ce qui peut se passer en termes de symbiose, de processus de vers de terre, et tout ça dans nos sols. Et je crois qu'il fait 1,5 million de téléspectateurs un lundi soir sur France 5 sur nourrir nos sols. Donc, on sent bien quand même que il y a des sujets. D'ailleurs, c'est accompagné un petit peu au niveau politique, parce que maintenant, les entreprises et même les citoyens doivent faire leur compost, etc. Donc, c'est pour ça que les choses bougent, et c'est plutôt, du coup, une ère qui est chouette, mais il y a du boulot. Est-ce que tu aurais 2-3 peut-être conseils à l'échelle du BHZ Coworking pour, je sais pas, insuffler des nouvelles initiatives? Un compost, pourquoi pas, Patrick? Non, mais il a parlé du détecteur. Oui, c'est vrai. Compost. Après, ça peut être dans les achats, évidemment, qu'est-ce qu'on consomme, nous, du café. C'est ça. Du café. Et c'est pour ça que c'est intéressant. C'est pour ça que la porte d'entrée du bilan carbone, c'est intéressant. Parce qu'en fait, tu vas te poser la question sur les uns et les autres, comment on vient ici. Tu vois, je pense qu'il y a un sujet. Ça se trouve, pour certains, on est voisins. Et puis après, effectivement... On entend le vent, là. J'essaye de venir en vélo. Ouais. Non, mais... Je dis ça parce qu'en fait, j'habite pas très loin et je viens en voiture. Non, mais voilà, après, c'est pas... mais c'est regarder d'un point de vue consommable, d'un point de vue énergie et tout. Et je trouve que c'est une bonne porte d'entrée. Après, oui, déjà, en soi, un espace de coworking, finalement, on est sur la fonctionnalité. C'est déjà quelque chose d'inspirant. On est sur la fonctionnalité, on est sur la coopération. Et toi qui cherchais du collectif, moi j'en ai trouvé ici, tu vois. Ouais, complètement, c'est clair. Et je pense que d'ailleurs c'est aussi ça, le télétravail qui a explosé. Je pense que c'est important que les boîtes accompagnent aussi en interne, c'est-à-dire sur la notion de culture d'entreprise, sur les synergies qu'on peut créer, mais aussi pourquoi pas ouvrir avec
avec d'autres boîtes, des espaces de coworking comme ça, Ouais. où il y a des synergies qui vont se croiser entre différents secteurs d'activité et tout. Donc c'est Mais enfin, tout à l'heure on parlait de complexité, d'incertitude. Là, Ouais. les grandes entreprises, je vais citer Orange puisque c'est la boîte dans laquelle je travaille. Il y a du télétravail, mais en même temps ils doivent maintenir leurs locaux, les chauffer. Là, on sort de l'hiver. Ils doivent les chauffer pour peut-être 10 salariés qui Ouais. vont venir. Enfin, Et puis, quelque dans tous les part, cas, eux aussi, ça savent pas sur quel un pied local danser. qui est pas chauffé l'hiver, il se dégrade. Il se dégrade. Donc, faut l'entretenir. Tu vois, et en fait, c'est pas simple. Là, on a vu encore, ça fait 2-3 ans, là, où c'est catastrophique, les températures. Des fois, c'est trop chaud, des fois, c'est trop froid, parce qu'en fait, eux aussi sont dans la gestion, je pense, du flux des personnes qui télétravaillent et ou qui se rendent au bureau. Et ils doivent aussi gérer ça, quoi. Donc, je pense que l'effort, il est aussi fait, mais c'est pas simple, quoi. C'était juste t'as pour raison, c'est pour rebondir ça, il y a sur de la complexité, le côté complexe de la chose, en fait. En tout cas, moi, je suis disponible pour Orange. Vous souhaitez Et être toi, accompagné. Toi, tu vas en avoir, du coup, du boulot, là, c'est sûr que... Non, mais est-ce que J'avais une question, moi, Vas-y. par rapport au JO, là, c'est bientôt, là. Est-ce que tu es satisfait de la manière dont, justement, ça se... Parce que voilà, je pense que ça communique et ça. Est-ce que tu as senti que par rapport à ce qu'on a connu de Londres, par exemple, parce que c'était plus proche de nous, donc Londres, il paraît que c'était vraiment une catastrophe écologique, en fait. Ouais. Est-ce que... Moi, j'ai produit l'épisode il est génial. pour Radio Circulable de Madame Économie Circulaire des JO. C'est la première fois que ça s'est passé. Et donc, je vous invite à l'écouter. Je pense que tu l'as écouté. Cette fois, je suis tombé sur ça. Et vraiment, c'est une pépite. Ils ont fait beaucoup d'efforts, je crois. C'est la première fois dans l'organisation des JO qu'il y a eu une organisation et quelqu'un responsable de la dynamique justement économie circulaire. Et il y a un exemple qui est hyper intéressant. C'est, je pense que tu l'as entendu sur le site où vont dormir les athlètes. Donc c'est vraiment une petite ville. Bah avant, on achetait des lits et on achetait des matelas pour les faire dormir. Parfois, ils ont 5 jours de dodo avant la compétition, quoi, avant d'aller chercher la médaille. Et bah là, en fait, ils ont réussi en se disant, bah nous, on va essayer de mettre en place des nouvelles règles. Ça n'existait pas. Ils ont sollicité un nombre important d'entreprises qui fabriquent, conçoivent des lits et leur ont dit qui est capable de nous fournir pendant 15 jours, 3 semaines. Il y a les Jeux paralympiques après, donc peut-être un mois. Des lits. Et en fait, nous, ce qu'on cherche, c'est on cherche de l'usage, c'est-à-dire ce qu'on veut, c'est des prestations de sommeil. Voilà, des prestations de sommeil confortables pour nos athlètes. Et on veut pas des lits, en fait. Et ils ont arrêté de parler Et ça a tout changé. Ouais. Et ils ont eu dans l'approche Parce que comme ça, le matelas, le lit, les sommiers, les draps, les couvertures, tout ça, il y a déjà, en fait, c'est pensé pour qu'il y ait une autre vie après. Ouais. Et peut-être avant aussi. Okay. Mais voilà. Le cahier des charges, c'est l'athlète doit le mieux possible dormir et être reposé avant sa... C'est pas, j'ai besoin d'un matelas. Ouais. C'est différent. Et ça change tout. Et tu vois, même dans la logique, je crois qu'il y a que, je crois qu'à Tokyo, à Londres, il y avait eu, je sais pas combien de structures qui étaient sorties de terre. Là, je crois qu'il y a seulement 2 structures qui n'existaient pas et dont l'objectif, je crois qu'il y a une énorme piscine et l'objectif est après pour servir aux citoyens, quoi. Ouais. Donc, on sent que il y a eu notamment il y avait une démarche qui était hyper intéressante que moi, j'essaye de faire aussi, c'était, sortir de justement pour le coup de l'empreinte carbone qui est un bon outil au départ, mais essayer d'avoir une vision plus globale. Et donc c'était en fait une analyse matière, quoi. Elle est allée voir chaque responsable, le responsable des sites, du village olympique, etc. Et elle leur a dit ok, c'est quoi votre flux entrant? J'ai besoin que vous me disiez exactement. Et par exemple avant tu disais et pourquoi tu en as vraiment besoin. Ouais. Et avant, il y a, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, il y a 10 000 chambres, et il me faut 2 chaises par chambre, et il me faut 20 000 chaises. Alors qu'en fait, donc, ils achetaient des chaises. Sauf que, en fait, il y avait peut-être 12 000 chaises qui étaient à côté, au plein mois d'août, dans un bureau qui servait à rien, quoi. Donc, non, pour le coup, je pense que c'est intéressant. Et c'est une ancienne athlète qui a été mise sur cette mission, recrutée sur cette mission.
Donc, vraiment très, très intéressant. Ouais, j'écoute. Et très bonne question. Et super podcast. Pas fait exprès. Ouais, ça fait un peu téléphoner quand même. Hein. Ah non, mais en plus, c'est vrai C'est que drôle. en fait, je me disais, on Non, mais peut-être attends, conclure c'est la sur du première fois sport, que je vois Patrick depuis longtemps, là. Ouais, c'est clair. Bon, bah, on a fait un super tour. Vraiment très, très complet, je trouve. Il y en a pour les grandes structures, pour les petites, on essaye aussi évidemment de s'en inspirer. Je pense que le maître mot, c'est se questionner, quoi. Prendre du recul, prendre de la hauteur le plus possible, poser sur un bout de papier un brouillon, évidemment, un petit peu tout ce schéma de choses complexes qui transitent par nos entreprises, mais c'est ça le point à retenir. Est-ce que tu connais les fresques du climat? Ouais. Est-ce que tu en animes? J'en ai déjà animé, ouais. Ok. Je suis fresqueur. Oh, hey, Et, penseur je et suis perdu. fresqueur. alors. et bientôt coiffeur parce que Oh là là. non, oui, ça typiquement c'est un super outil. D'ailleurs, la présidence vient de changer. Le fondateur historique a laissé les rênes à quelqu'un d'autre. Mais oui, et puis aujourd'hui, en fait, on se rend compte que la fresque du climat a fait plein de petits, parce que Ouais. moi, j'ai participé il y a pas longtemps à la fresque de la biodiversité. Il existe celle de l'économie circulaire, de l'entreprise régénérative et tout, sur tout un tas de sujets. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est ludique. En 3 heures, on a quand même le temps de faire le tour des enjeux, de mettre en place de l'intelligence collective pour voir comment on pourrait faire ensemble. Donc, on revient à ce truc de coopération qui est essentiel. Et surtout, à la fin, on laisse pas les gens avec comme ça, avec le constat. On dit voilà, chacun repart avec quoi, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre et tout. Mais ouais, c'est vraiment un super outil et j'invite tout le monde à y participer. C'est toujours moi j'en ai fait plusieurs et à chaque fois, je me suis même fait des potes dans ce genre de moments parce que voilà, c'est Bah, ça rassemble Ça sur des implique. valeurs communes, sur des buts communs, donc ouais. Ça implique C'est tout le des monde. opérations. on- Je suis complètement. On pourrait en pardon, ouais. organiser C'est une. des ateliers. On peut en organiser une c'est des au ateliers. BHZ. ouais, t'as raison, avec grand Bah, plaisir. voilà. Ouais, Ouais. il y en a régulièrement ici à l'espace Sainte-Anne à Lannion, mais Oui, mais on n'est pas très coopératif avec eux. Non, je rigole. bon, on va finir là-dessus alors. Je rigole. Ouais, mais t'as raison, bah, à Chiche, on fait on Bah fait ouais. une fresque du climat ou de la biodiversité Ouais. là dans les prochaines semaines. Et puis moi, j'aimerais bien aussi diffuser les 3 épisodes de documentaires qui l'auteur de Reinventing Organization, un livre incroyable sur justement comment réorganiser les entreprises. Il a créé 3 vidéos à diffuser sur une semaine. Et en fait, il faut s'inscrire collectivement. Tu peux pas la regarder individuellement. Donc, par exemple, le lundi, tu as organisé tout ça avec, tu as rassemblé un petit groupe. D'accord. On projette. Alors là, le lundi, c'est vraiment plutôt alarmant. Le mercredi, il y a déjà un début de solution. Et le vendredi, 3e volet du documentaire. Et là, tu es embarqué sur les actions, les possibilités que tu peux prendre en charge. Et à chaque fois, il y a la vidéo suscite un débat. Ok. Du coup, avec le groupe, après le visionnage. Et ça serait intéressant de mettre en place aussi. Voilà. Et bah, ça fait Il y a 2 actions. deux Voilà. actions concrètes. Ouais. Perspective. 40 minutes, 50 minutes d'épisode et 2 actions concrètes. Au niveau local. Enfin, 3, on a les lumières aussi. En coopération. Et voilà. On doit venir en trottinette ou en vélo. Ouais. La trottinette, pourquoi pas. Je m'y engage. Pour monter la trottinette, Et Patrick va louer l'iPhone 15, c'est bon. Le dimanche, quand on n'aura plus besoin. On pourra le prendre dans la commune. Bah, on a réparé le monde. ouais, bah, Merci beaucoup, Vincent, c'était Merci. parfait. Merci à vous, Merci, c'était Vincent. Merci. ta participation. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode. L'équipe du BHZ Coworking espère que vous avez découvert le profil inspirant d'une entreprise locale. Laissez un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix si le cœur vous en dit. Et on se retrouve jeudi prochain, jour de marché à Lannion, pour le prochain épisode. On a super hâte. En attendant, retrouvez-nous au quotidien sur Instagram et Facebook. Et pour vous simplifier la vie, tous les liens sont en description.